Récit de Gilles. Je me suis garé devant le cimetière. Le parking était désert, ce qui n'avait rien de bien étonnant. La fin de matinée n'est pas une heure très propice à la visite des tombes. J'ai réalisé que depuis le moment où j'avais traversé la cour de la gendarmerie ce matin, en sortant de chez moi, je n'avais pas revu le ciel. Il était d'un bleu exquis, traversé par un unique petit nuage rebondi, qui avait l'air d'une fleur de coton. Nous avons pris le chemin de terre qui longe le mur du cimetière avant de nous enfoncer dans le bois. De part et d'autre des ornières jumelles qui le marquaient, le pré s'étendait, constellé de cardamine. Un vent léger les rebroussait, emportant des pétales. Olivier allait devant, Patrick le suivait, et je fermais la marche. Très vite, le chemin a plongé dans la combe. La pénombre a succédé à la franche lumière. Le soleil, pourtant, passait à travers les feuilles et il faisait si bon, si tiède, que je me suis surpris à me sentir presque en vacances. Léo avait eu raison de filer dans la forêt par ce beau temps. Si seulement c'était bien ce qu'il avait fait. Le chemin continuait à descendre vers le creux du vallon. Autour de nous, le bois devenait plus dense. Nous avons franchi le ruisseau à gué. Nous marchions de plus en plus vite. Aimantés, appelés par la présence de Léo peut-être. Le chemin est devenu une sente sur laquelle Olivier courait, et nous courions derrière lui, le long du ruisseau qui s'amenuisait à mesure que nous remontions son cours. Bientôt, ce serait la source. La source au chat ? Pourquoi le chat ? J'en savais rien. Un chat sauvage, peut-être. Mes pensées, elles aussi, étaient en vacances. Elles tournaient autour de Léo, disparu à présent depuis plus de 24 heures. Léo, caché peut-être aux alentours de la bonne planque dont avait parlé Olivier. Il buvait, les mains en conque, lorsque je l'ai rejoint. Il s'est redressé, il a soufflé. « Elle est fraîche, vous devriez la goûter ?» J'ai secoué la tête. Je voulais m'assurer au plus vite qu'il était là, le garçon aux yeux bleus océan, et que, caché dans les feuillages, il nous épiait. J'ai demandé brièvement. « C'est par où ?» Olivier a désigné vaguement le bois sur notre droite et s'est remis en route. À nouveau, nous avons marché sur ses talons. Nous avons suivi un layon étroit, crépelé de framboisiers sauvages jusqu'à l'orée d'une sapinière. « Faut se baisser !» a soufflé Olivier. Il s'est enfoncé à quatre pattes dans une sorte de tunnel et derrière lui nous avons joué les fox terriers. Arrivé dans une minuscule clairière, il s'est redressé, s'est ébroué pour faire tomber les aiguilles de sapin accrochées à ses vêtements. Il a chuchoté en désignant du doigt un sapin. « C'est là-haut. » J'ai regardé, je n'ai rien vu. Olivier a poursuivi. « Je vais vous montrer comment on y va, mais ça ne servira à rien parce qu'il n'est pas là. » Léo, je le sais. Depuis qu'on a pénétré dans la sapinière, j'ai bien observé, j'ai l'habitude. Les aiguilles de sapin, ça garde les empreintes, surtout dans des coins comme celui-là, un peu humides. Et je peux vous assurer que personne n'est venu. Il n'y a pas une trace. À part les nôtres maintenant. Il a commencé à escalader le sapin, s'est hissé sur une sorte de plateforme en rondin. Je la distinguais à présent qu'il l'occupait, mais camouflée par les ramures, elle était totalement indécelable pour qui n'était pas averti. Il a lancé. « Voilà, j'y suis, voyez ? C'est plutôt une sorte de mirador qu'une vraie cabane. En tout cas, Léo n'y a pas passé la nuit, c'est sûr. » Quelques secondes après, il était en bas. J'ai demandé. « Il y a d'autres coins où vous avez l'habitude d'aller ?»« Non, c'est toujours là que nous venons. » Brusquement, ce coin de forêt qui n'avait pas répondu à mon espoir, ce coin de forêt orphelin de Léo, m'a paru sombre, oppressant. Et j'ai dit très vite. « Allez, on rentre. » À la source du chat, nous avons bu longuement. L'eau était fraîche, effectivement. La lumière brillait en gouttelettes d'argent sur les mousses barbues. J'ai inspiré profondément. J'ai entendu chanter les oiseaux. Ne chantaient-ils pas l'instant d'avant ? Oui, sans doute, mais moi, je ne les entendais pas. Un seul oiseau tournait dans ma tête. Léo, envolé, Léo. Vers quel ailleurs ? Où le chercher maintenant ? Pas dans les bois, en tout cas. Alors en ville, du côté du canal ? Seul à pied, il n'avait pas pu aller très loin. Le petit nuage rebondi en forme de fleur de coton avait disparu. Mercredi, 7h30. Léo s'éveilla avec l'impression qu'un rouleau compresseur lui avait passé dessus dans la nuit. Une nuit interminable. Une nuit de sommeil lourd dans lequel le garçon sombrait avec soulagement, car il lui dispensait un oubli bienheureux. Plus rien alors n'existait, ni la faim, ni l'angoisse du lendemain, ni les paroles terribles qui crépitaient dans sa tête. Demain soir, on reviendra tous les trois. Demain soir, demain noir,
2 mains noires. 2 mains noires reviendront tous les soirs. Les mains noires retiendront tout l'espoir. Quand il s'éveillait, Léo clignait désespérément des yeux pour apercevoir une lueur, même infime, en vain. L'obscurité était totale, épaisse comme un sirop. Il avait l'impression que les murs, au fil des heures, se resserraient autour de lui, allaient le broyer inexorablement. Il se roulait en boule, se berçait, murmurait « Maman, maman !» jusqu'à ce que le sommeil le reprenne et le rejette. Il se dressait, tâtonnait le long des murs pour trouver l'interrupteur. La lumière éclatait, nue et crue. Un tam-tam lui martelait les tempes. Il fermait précipitamment les yeux, les rouvrait, retournait s'allonger sur son lit de béton. La tête dans ses bras repliée, il cherchait le sommeil, s'interdisant de regarder sa montre trop souvent, de penser à la faim qui creusait un gouffre dans son ventre et lui mettait la nausée au bord des lèvres. Il découvrait qu'il ignorait jusqu'alors ce qu'elle était vraiment. Il avait, comme tout le monde, crié « J'ai faim !» ouvert le placard ou le frigo pour se saisir de la première nourriture venue et y mordre à pleines dents. Mais ce n'était pas la faim, c'était juste une imitation. Les poings serrés sur son estomac que des crampes tordaient, il s'efforçait au calme, fermait les yeux, appelait le sommeil. Il se rappela ce que disait son père lorsqu'il était petit et qu'un caprice lui faisait refuser la soupe qui refroidissait dans son assiette. « Tu n'en veux pas ? Eh bien, file te coucher. Qui dort, dîne. » Dormir, dormir et ne plus penser à la faim. N'empêche, une assiette de soupe, une grosse assiette, même froide, même avec des morceaux, ou un bol de chocolat et des tartines, des pâtes sous une couche épaisse de gruyère râpée, du poulet rôti. La salive inondait sa bouche. Les larmes brouillaient les chiffres de sa montre qu'il s'était autorisé à regarder. Il n'était même pas 8 heures. Il frissonna à l'idée de la longue journée qui s'étendait devant lui. Pensa à ses copains de classe qui, à cet instant, se mettaient en rang dans la cour. Là-haut, tout près. Il aurait suffi d'appeler peut-être, de hurler pour percer l'épaisseur des murs qui entouraient sa petite cellule. Oui, mais les chats. J'écrabouille les chats un à un, et la mère, je la découpe en morceaux. Il l'avait dit, et il était bien fichu de le faire, l'autre. Valait mieux ne pas bouger, juste attendre. Et après tout, s'il était prisonnier, c'était sa faute. C'était lui qui avait suivi la chatte grise, qui s'était cru malin en se laissant glisser dans le soupirail, tout fier de sa filature, tout content d'échapper au contrôle. C'était lui qui s'était jeté dans la gueule du loup. Dans la gueule du loup, Léo, piégé.